Attention, c'est parti pour la grammaire. J'espère que vous avez très envie de faire de la grammaire en ce magnifique jour bien frais. Donc, j'ai finalement eu un petit peu plus de questions de grammaire parce que j'arrive pas à m'arrêter, que j'en trouve plein qui sont super et qui vous prépareront super bien. Donc, vous n'étiez évidemment pas obligé de tout faire, mais là, ça vous fournit des analyses de différentes, de plein de types de négations et de types d'interrogations assez différents les uns des autres. Donc ça vous permettait de bien vous entraîner. C'est parti. Alors, vous avez bien sûr reconnu Charles Vacquerie, n'ayant pu la sauver, il a voulu mourir. Ça, on commençait par une petite négation avec un mini peu de piège qu'il fallait quand même signaler. Donc c'est une négation syntaxique qui porte sur le verbe pouvoir dans ayant pu la sauver, donc n'ayant pu la sauver. Ça nie l'ensemble de l'énoncé. Elle est signalée par l'adverbe de négation ne, qui nous indique qu'on a affaire à un niveau de langue soutenu, puisque le pas est sous-entendu. Vous vous rappelez, quand il y a ne, ce qui est sous-entendu, c'est le pas, c'est pas une négation ne aucun ou ne nul, etc. C'est toujours pas ou point. Et évidemment, on peut signaler au passage que c'est aussi parce qu'on est en vers qu'on peut se permettre d'enlever plus facilement, en tout cas, sans forcément être dans un niveau de langue soutenu. On enlève plus facilement les pas ou les points quand on est en vers pour que ça fasse le bon nombre de syllabes. C'est une négation totale, l'ensemble de l'énoncé qui dépend du verbe est nié. Ça, c'était pas difficile. Et une reformulation avec une magnifique négation lexicale. Il a voulu mourir parce qu'il lui a été impossible de la sauver. C'était pas super facile à reformuler, donc pensez aux négations lexicales pour avoir des alternatives de reformulation. Voilà pour la première. Ils disent 12 amis que je ne sais jamais me fâcher. Dans la vie à la campagne, c'est toujours le poète qui parle. La négation ici, c'est une négation syntaxique. Elle porte sur le verbe savoir dans la subordonnée je ne sais jamais me fâcher. Elle est signalée par les adverbes de négation ne et jamais. Jusque-là, toujours pas de problème. C'est une négation partielle qui porte sur la temporalité de la négation. À aucun moment je n'arrive à me fâcher. Vous vous rappelez, c'est un peu la même explication que le ne plus. Simplement, ici, c'est tous les temps, à toutes les époques, je n'ai jamais réussi à me fâcher. Une reformulation possible, là aussi, merci la négation lexicale, quand on a des négations soit totales, soit avec ne jamais, c'est souvent un petit peu difficile à reformuler, donc je suis incapable de me fâcher quel que soit le moment. Il faut le quel que soit le moment pour qu'on ait justement la notion de temporalité. Ça, c'était les négations faciles. Une un petit peu plus difficile, mais c'était plus la formulation et bon, ça restait quand même... la négation, c'est souvent pas trop compliqué. La négation ici est syntaxique. Elle porte sur le verbe avoir dans la proposition principale. Si on la simplifie, ça donne nul homme n'a le droit de dire. On l'observe avec l'adverbe de négation ne qui est relié au pronom nul. Et ici, le pronom nul est utilisé comme déterminant du nom homme. Alors, si vous prenez par exemple la phrase que vous connaissez le mieux avec la négation que vous connaissez le mieux avec nul, ça va être nul n'est censé ignorer la loi. Nul, ça veut dire aucun homme. Ça peut aussi être utilisé comme pronom dans un niveau de langue un peu comme pronom. C'est déjà un niveau de langue soutenu, mais comme déterminant, c'est un niveau de langue encore plus soutenu. Nul élève n'a le droit de pénétrer en salle des profs, par exemple. C'est pas quelque chose qu'on utiliserait au quotidien, mais on peut l'utiliser comme déterminant pour préciser qui sont ces nuls. Nul élève, pardon pour la transition, nul élève, ça veut pas dire que les professeurs n'ont pas le droit de rentrer en salle des profs. Si je mets nul n'a le droit d'entrer dans ce bureau, c'est personne, élève, professeur et chat et agent secret inclus. Nul élève, nul homme, ici, on va être un tout petit peu plus précis, d'où le fait que ce soit un déterminant. C'est l'équivalent de aucun élève. C'est pour ça que c'était long, parce que pour le reste, c'est une négation partielle qui porte sur les personnes concernées par le verbe. C'est l'équivalent de personne n'a droit ici, mais personne de la catégorie homme du monde.
donc c'est-à-dire personne tout court, mais ça pourrait être nul élève et ce serait personne dans la catégorie élève. Je sens que je vais bientôt vous embrouiller, donc j'arrête là. Je vous laisse une jolie petite reformulation, c'était super facile. Il est interdit à tous les hommes de dire que c'est toi qui l'as rendu méchant, c'était une négation lexicale. Il n'y a pas un seul homme qui ait le droit, et là c'était une négation totale. Voilà pour les négations. On passe aux interrogations qui sont globalement pas trop difficiles à analyser. Le plus dur c'est la reformulation. Au pire, je me suis rendu compte sur l'interrogation, si vous n'avez pas de reformulation, c'est pas grave, mais n'hésitez pas à bien développer l'analyse. Alors, on passe maintenant à l'interrogation. Après ces 3 petites négations, 2 interrogations, une directe, une indirecte, pour revoir un petit peu les 2 points. La première ressemble un petit peu à la dernière négation qu'on a faite. Quel travers avez-vous de fourrer l'arc-en-ciel en vos vers? On est dans Horace, à propos d'Horace, que vous avez donc bien sûr parfaitement relu hier. Alors, quel travers avez-vous de fourrer l'arc-en-ciel en vos vers? On voit que c'est une interrogation directe, puisqu'on a l'utilisation d'un point d'interrogation, l'inversion entre sujet et verbe, et le mot interrogatif quel qui commence la question. On note qu'on a un déterminant interrogatif quel qui accompagne le nom de travers. Alors ce déterminant interrogatif quel, il peut aller dans toutes les fonctions, puisqu'il va juste accompagner un nom. Et puis on va même le décliner en auquel, à quel, de quel, etc. Donc on va vraiment le retrouver sur toutes les fonctions. C'est souvent pas super facile de l'analyser pour cette raison-là. C'est un peu comme nul tout à l'heure, hein, il sert juste à accompagner un nom. Et on va devoir préciser ce nom dans la réponse. Ici, c'est une interrogation partielle qui porte uniquement sur le COD de l'interrogation, plus précisément sur l'un des travers que le poète a. Donc, ce qu'on sous-entend, c'est que le poète a plusieurs travers. Vous avez des travers, et lequel, vous avez quel travers qui vous fait fourrer de l'arc-en-ciel dans vos vers. C'est-à-dire être beaucoup trop poétique pour ces méchants maîtres d'école obtus, selon Victor Hugo. Si on reformule, ça donnerait, il faut expliquer le déterminant quel en fait dans la reformulation. C'est pour ça que je disais que c'était pas forcément facile de reformuler les interrogations. Pouvez-vous m'expliquer votre travers qui consiste à fourrer l'arc-en-ciel en vos vers? C'est un petit peu lourd. Ça permet quand même de montrer le fonctionnement de quel ici. On sait que le poète a plusieurs travers. Il faut déterminer lequel. Bon, c'est une question qui est un petit peu bizarre, mais grammaticalement elle fonctionne, donc il faut pouvoir l'analyser. Plus facile finalement, cette interrogation indirecte, ils ignorent comment l'amenait et veut croître. C'est exactement toujours les mêmes maîtres d'école qui sont ignorants de tout un tas de choses. Alors c'est une interrogation indirecte dans laquelle on observe l'adverbe interrogatif comment, mais on n'a pas de point d'interrogation ni d'inversion entre le sujet et le verbe. Donc elle est indirecte, d'autant qu'elle suit un verbe d'ignorance, ignorer en l'occurrence. C'est donc une subordonnée interrogative indirecte qui constitue le COD de ce verbe ignorer. On note que c'est une interrogation indirecte partielle et non pas totale. Elle est introduite par l'adverbe comment, et donc ça va interroger sur le complément circonstanciel de manière. De quelle manière l'amener et veut croître. Donc ils ignorent de quelle manière l'amener si on fait un synonyme. Donc comment c'est de quelle manière. Et on peut aussi passer à l'interrogation directe. Là je disais encore, c'est pas forcément facile de reformuler les interrogations. Comment l'amenait-elle et croît-elle? Il l'ignore. Voilà. Ça c'était pour l'interrogation. Donc ça dépend vraiment, il y en a des faciles et des difficiles. Là c'est un petit peu la roulette russe les questions, mais parce qu'on en pose beaucoup finalement au quotidien. Et enfin les subordonnées circonstancielles, je vous en avais mis qu'une où en fait la vacherie était au début, une fois que vous l'aviez dépassée, c'était bon. C'était un peu comme la dernière fois avec la vacherie était plutôt dans la principale. Puisque tu fus si grand, puisque tu fus si doux, qu'à jamais l'aube en ta nuit brille. Vous aviez reconnu à nouveau Charles Vacry. Alors, la phrase est constituée d'une principale, qui était une arnaque parce qu'elle commençait par un que. Qu'à jamais l'aube en ta nuit brille. C'est un subjonctif présent avec que, mais ça peut quand même être une principale parce que ça a une valeur d'impératif à la troisième personne.
Euh, Vous savez, l'impératif, il y a que trois personnes, la deuxième du singulier et du pluriel, et la première du pluriel. Et pour les autres personnes, on utilise le subjonctif. Donc, si je voulais m'ordonner à moi-même de partir, je dirais que je parte ailleurs, loin de ce beau Jancy, par exemple. Et à la troisième personne, donc là, il ordonne, en quelque sorte, à Charles Vacry de faire briller l'aube en sa nuit. Alors je vous laisse commenter sur le plan stylistique. Bref, dans tous les cas, c'est la principale. Et elle a deux subordonnées, puisque tu fus si grand et puisque tu fus si doux. Donc en fait, il y avait deux analyses à faire, mais c'était deux fois la même. Ces deux subordonnées sont des subordonnées circonstancielles qui dépendent de la principale. Elles sont introduites par les locutions conjonctives de subordination, puisque, toutes les deux, qui est donc répétée en anaphore, mais là, ça n'est pas le sujet. Ces deux propositions subordonnées conjonctives circonstancielles, il faut réussir à le dire sans respirer, ont pour valeur la cause. Elles indiquent ce qui cause la principale, la proposition principale. Si on reformule, on peut rajouter le groupe prépositionnel en raison de, qui va nous supprimer les verbes conjugués. La proposition subordonnée devient un simple complément circonstanciel de la principale. Mais il faut transformer les adjectifs en nom. En raison de ton immense grandeur et de ton immense douceur, qu'à jamais l'aube en ta nuit brille. Et puis quand on a des compléments circonstanciels de cause ou de conséquence, on peut très simplement, on l'avait déjà fait, inverser la principale et la subordonnée. Donc là, on transforme la subordonnée en principale et la principale en subordonnée de conséquence. Tu fus très grand et très doux, au point que je souhaite que l'aube en ta nuit brille à jamais. Là, c'est ce qui était plus difficile, c'était de reformuler ou d'expliciter la pensée de Victor Hugo dans la deuxième proposition qui devenait donc la subordonnée. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur le fonctionnement grammatical que j'attends de vous la semaine prochaine.